Bonjour tout le monde. La Coupe du Monde de rugby commence aujourd'hui et elle se déroule en France. Cocorico! Et moi qui aime bien ce sport et qui vais suivre avec attention cette Coupe du Monde et qui suis également un passionné d'histoire, c'est pour moi l'occasion de revenir sur l'histoire de ce sport. Quelles sont les origines du rugby? Et comment s'est-il développé? Comment est-il devenu un des sports les plus populaires au monde, puisqu'il s'agit comme aujourd'hui d'un des sports les plus suivis au monde? Alors, il n'est pas au niveau du foot, mais ça reste comme voilà, un des principaux sports mondiaux. Et comment il a acquis cette popularité à travers quand même un certain nombre de pays qui participent aujourd'hui à cette Coupe du Monde. Eh bien, nous allons découvrir ça tout de suite. Alors parfois on lit les origines de ce sport du coup avec plusieurs sports, vieux sports présents en Europe, notamment la soule en France, mais également avec d'autres sports ayant des caractéristiques communes en Italie, au Pays de Galles, en Irlande, etc. Ainsi, si on prend la soule, c'est un sport qui était notamment pratiqué dans le nord-ouest de la France, pour lequel nous avons des premières sources à partir du XIIe siècle. Elle a une image de violence, mais c'est en partie parce que la plupart des sources sur le sujet sont judiciaires, évoquant justement les cas où cela s'est mal passé. Donc ça voudrait dire que dans les faits, couramment, ça ne serait pas aussi violent que ce qu'on a dans les sources. C'est également un sport dont les règles varient pas mal en fonction des localités. À l'époque, il n'y a pas d'uniformisation du sport. Mais cette activité va décliner progressivement, notamment après son interdiction durant le 19e siècle, sans qu'il ne disparaisse totalement pour autant. Mais ce sport ainsi que ses variantes ne sont pas les ancêtres directs du rugby. Elles ont cependant pu influer sur le foot, lui-même ancêtre du rugby, et dans différentes régions, aider à l'implantation de ce nouveau sport. Les véritables origines du rugby, du coup, remontent au football. Lorsqu'en 1823, lors d'un match de football au collège de rugby, dans le centre de l'Angleterre, il y aura un certain William Webb Ellis, qui est alors âgé de 16 ans, qui va effectuer un geste, du coup, lors de ce match, en s'emparant du ballon à la main pour courir et à le marquer seul derrière les lignes de défense adverses. Ce qui brise les règles, du coup, du football de l'époque. Il était certes alors autorisé de se saisir du ballon à la main, mais sans courir vers le camp adverse. Donc là, on voit que même le foot de l'époque n'avait pas exactement les mêmes règles que le foot actuel. Et il faut aussi voir qu'à l'époque, pareil, il existait plusieurs règles en fonction des collèges et l'uniformisation était loin d'être répandue et l'usage de la main lors des matchs de foot était plus ou moins présente en fonction des collèges. C'est du coup de ce collège de la ville de rugby qui va donner son nom au sport que le sport va se répandre, s'étendre et du coup donner le rugby actuel. Suite à ce geste fondateur, les étudiants du coup du collège de rugby vont pratiquer le football en utilisant cette nouvelle pratique, ce nouveau style de jeu, et qu'on va du coup appeler le rugby football. Et par la suite, lorsqu'il va falloir définir des règles de base pour le sport, avec une uniformisation du sport, et notamment avec la multiplication des rencontres entre équipes de collège, avec le développement du sport universitaire, il a fallu fixer des règles de base pour ce nouveau sport, cette nouvelle variante du foot. En 1845, ainsi, les étudiants de rugby se sont réunis en levée, commission, et ils vont fixer 37 règles de ce qu'ils appellent le football tel qu'on le joue à rugby. Et donc ainsi, avec les rencontres inter-collèges, le rugby-football va se répandre à plusieurs établissements prestigieux du pays. Il faut surtout voir que c'était un collège alors qu'il avait une grande réputation, ce qui va aider à son influence. Il va ensuite quitter le cadre purement universitaire avec la création de la RFU, Rugby Football Union, en 1871, qui va éditer également du coup des nouvelles règles visant notamment à éliminer les aspects les plus brutaux et dangereux de ce sport, notamment un ancêtre du plaquage qui était plus dangereux que le plaquage réglementé aujourd'hui. Et il y aura 21 clubs représentés dans la RFU. À l'origine, donc, c'est surtout sur Londres et ses environs que le sport est présent, mais il va rapidement s'étendre à d'autres villes de l'Angleterre et progressivement également aux îles britanniques, ce qui fait qu'il y aura également des rencontres internationales, avec un premier match international officiel entre l'Angleterre et l'Écosse, qui s'est joué à Édimbourg le 27 mars 1871, devant 4000 spectateurs, avec des équipes à l'époque constituées de 20 joueurs chacune, plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui on est au rugby à 15, enfin il y a plusieurs sortes de rugby, mais le rugby le plus connu c'est le rugby à 15, et ça c'est au milieu des années 1870 que le nombre de 15 va s'instituer. Le sport s'étend également aux différentes couches sociales, sortant du coup des élites qui est du sport universitaire, notamment du coup par le développement du sport ouvrier. Plusieurs industriels, notamment des mines galloises, vont encourager la pratique du rugby au sein de leur rang personnel. Ce qui fait que du coup, au début des années 1880, il s'agit d'un sport très populaire à l'ensemble des îles britanniques. Ainsi, les 4 nations britanniques disposent de leur équipe nationale, et en 1884, le tournoi des 4 nations, ancêtre du 6 nations, va se former. Il va ensuite progressivement s'étendre en dehors des frontières des îles britanniques, même si nous n'allons pas étudier en détail tous les cas, nous allons nous concentrer sur le cas français, mais notons toutefois que c'est d'abord dans l'Empire britannique évidemment qui va se développer,
Dès les années 1860, il arrive en Australie, en Nouvelle-Zélande dans les années 1870, mais en y connaissant un développement bien plus rapide. Le sport y connaît un fort succès, et pas seulement parmi les colons britanniques, mais également parmi les populations autochtones, ce qui est une différence avec l'Australie. Et le rugby en Nouvelle-Zélande va devenir un fondement de l'union du pays, d'où la forte popularité de sport dans ce pays, et le fait que la Nouvelle-Zélande va être et encore aujourd'hui, une des équipes les plus puissantes et les plus fortes du monde. Mais si vous voulez en savoir plus sur le développement du rugby dans différents pays, si ça vous intéresse, dites-le en commentaire, et je ferai peut-être des petites capsules vidéo sur différents pays, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Japon, etc. Ça peut être intéressant. Mais du coup, en France, la France est en effet un cas particulier, puisque c'est vrai que la majorité des équipes les plus performantes du monde du rugby sont issues du monde britannique ou de l'Empire britannique. Toutes les équipes qui ont gagné la Coupe du Monde sont soit du coup l'Angleterre, soit d'anciennes colonies britanniques, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie. Et les autres équipes ayant des grandes performances, on trouve comme l'Irlande, le Pays de Galles, l'Écosse, toutes des équipes britanniques. Et on peut aussi citer les États-Unis, le Canada, même si leurs niveaux sont loin d'être le même, mais qui sont aussi des équipes qui ont participé régulièrement à la Coupe du Monde, quasiment à chaque édition. Et à côté, on a la France, l'Argentine, le Japon, l'Italie. Et après, c'est vrai qu'on tombe rapidement beaucoup plus bas. Et parmi ces équipes non britanniques, du coup, la France est celle qui obtient les meilleures performances. Alors, comment ce sport est-il arrivé en France? Voyons ça. Alors, il faut voir qu'à cette époque, du coup, dans les années 1870, l'Angleterre est à la fois un rival, mais également un modèle pour les Français. Et plusieurs éducateurs vont s'inspirer de ce qui s'y fait, et même Coubertin va observer avec intérêt le développement du rugby. Et ces différentes personnes vont jouer un rôle important dans l'essor de ce sport dans notre pays. Il arrive donc en 1870 dans la ville portuaire du Havre, ville qui a du coup pas mal de contacts avec l'Angleterre, et c'est notamment d'anciens élèves d'Oxford et de Cambridge qui sont venus travailler dans des entreprises de négoce du Havre, du port du Havre, qui vont occuper leur jour de congé en jouant au rugby, et ça va du coup permettre au sport de se faire connaître dans la ville. Et 2 ans plus tard, le Havre Athletic Club, qui est un des premiers clubs sportifs en France, va voir le jour avec 2 sections, une section foot et une section rugby. Et donc durant les années suivantes, le rugby va poursuivre son chemin en empruntant la Seine pour accoster à Paris, où des clubs comme le Stade Français, aujourd'hui un des clubs les plus titrés en France, avec le 2e plus grand palmarès derrière le Stade Toulousain, puisqu'il a remporté 14 championnats de France, ainsi que le Racing Club, qui vont être donc les 2 principaux clubs d'Île-de-France, mais il y en aura d'autres qui vont s'y développer, vont ainsi prendre leur importance, et notamment là aussi sous la pulsion de Britanniques présents, et aussi des lycéens, là aussi, issus des classes dominantes dans la capitale à cette époque. Une fédération va ainsi pouvoir se créer, l'USSA, Union des sociétés françaises du sport athlétique, puis en 1919-1920, ce sera la Fédération française de rugby qui va se créer. À l'initiative de ces fédérations, un premier championnat de France va voir le jour en 1892. Et la première finale va voir s'affronter le Stade Français et le Racing Club, qui du coup sont les 2 équipes qui dominent alors ce sport en France. Et c'est le Racing Club qui va l'emporter avec un score de 4-3. Oui, le système de comptage à l'époque n'était pas du tout le même, donc on pouvait avoir des scores à 4, ce qui est totalement impossible aujourd'hui. Et donc pendant plusieurs années, c'est ces 2 clubs qui vont dominer, avec du coup une domination progressivement du Stade Français. D'autres clubs commencent à se développer, et des clubs de province se développent. Et ensuite, sous leur pression, en 1899, l'USSA décide de changer les fonctionnements en faisant affronter en finale les représentants de la capitale et le représentant des provinces. Et donc le Stade Français va ainsi affronter le Stade Bordelais, et c'est le Stade Bordelais qui va l'emporter 5-3, devenant ainsi la première équipe de province à l'emporter, puisqu'on est alors au moment où ce sport prend son essor dans le sud-ouest. Et en effet, aujourd'hui, le rugby est particulièrement fort dans le sud-ouest. Alors certes, il y a encore le Stade Français et le Racing, mais toute la région du coup de la Normandie où ce sport a vu le jour en France est aujourd'hui beaucoup plus marginalisé. Alors pourquoi le rugby s'est développé dans le sud-ouest par la suite et s'y est imposé? Alors il y a plusieurs explications, mais celle qui est la plus probable, c'est que déjà, c'est à Bordeaux que ça a commencé, où il y avait une communauté britannique assez importante. Historiquement, il y a des liens entre le coup l'Aquitaine et l'Angleterre, et on pense que ça a pu influer, mais du coup c'est surtout la communauté britannique à Bordeaux qui a aidé au développement de ce sport, et à Bordeaux, l'équipe de rugby va être très performante. Elle va donc s'imposer dans ce premier championnat hors Île-de-France, et en fait, elle va dominer pendant une dizaine d'années le championnat de France. Vraiment, c'est à ce moment-là la meilleure équipe française, et les succès amènent les spectateurs, les supporters, et progressivement, les villes voisines s'en inspirent et décident eux aussi de se lancer dans le rugby,
en s'appuyant sur le succès de sport et qui aussi permet de l'emporter face à la capitale. Et pour la province, c'est une fierté. Et donc, c'est progressivement, le sport s'étend dans le sud-ouest et finit par atteindre Toulouse, qui va ensuite devenir l'équipe phare française de rugby. Et du coup, on a un championnat de France de rugby qui se structure. Ainsi, de 1947 jusqu'en 1992, on a entre 40 et 80 clubs qui s'affrontent dans le principal championnat français. Mais en 1995, le rugby français devient professionnel. Et là alors, on décide de réduire le nombre de clubs qui s'affrontent dans la première division, en divisant du coup le sport professionnel en deux divisions, et après différentes divisions en dessous. On a donc d'abord le top 16, qui rassemble 16 équipes, et en 2005, on passe à 14, et ce qui donne naissance au top 14, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le vainqueur de ce tournoi, suite à la finale, emporte le convoité bouclier de Brennus, et qui est donc du coup depuis 1892 le trophée donné aux champions de France. Aujourd'hui, c'est le Stade Toulousain qui a remporté le plus de boucliers de Brennus avec 22 victoires. Donc comme je vous l'ai dit, le Stade Toulousain est devenu l'équipe phare au niveau national et même également un des clubs phares au niveau européen, puisque avec le Leinster, c'est l'équipe qui a remporté le plus de championnats d'Europe, 5 titres chacun. Et qu'en est-il du coup du 15 de France ? Qui est du coup, on a vu le développement des clubs en France, mais l'équipe nationale française, celle qui va participer à la Coupe du Monde qui arrive. Alors, le 15 de France fut pour la première fois formé officiellement en 1906 pour disputer son premier match international contre les Originals, qui était l'équipe nationale de Nouvelle-Zélande, donc l'ancêtre des All Blacks. Ils vont perdre 38-8. Bon, c'est une sacrée défaite. Il faut voir déjà qu'avant cette équipe, une équipe uniquement composée de joueurs du Stade français et du Racing Club a représenté la France aux Jeux Olympiques de Paris en 1900 et va même gagner le titre à ce moment-là. Mais donc ensuite, c'est le 15 de France donc de 1906 qui s'est créé et qui, en 1910, va intégrer la compétition des îles britanniques, qui devient du coup le tournoi des 5 nations, mais en étant largement dominé dans ce tournoi, puisque lors du premier tournoi, elle perd tous ses matchs, et c'est en 1911 qu'elle remporte son premier match contre l'Écosse. Mais la plupart du temps, elle finit dernier, à l'exception du coup donc, de 1911 où elle finit quatrième, et il va falloir attendre un temps pour qu'elle arrive vraiment à obtenir de bons résultats. Avec également des périodes où elle est exclue. Elle est par exemple exclue de 1931 à 1939 parce qu'elle tente de professionnaliser le sport, ce qui est alors interdit encore. Et le tournoi est ensuite interrompu un temps du fait du conflit mondial. Il faudra attendre ensuite 1954 pour que le 15 de France remporte son premier tournoi, à égalité avec l'Angleterre et le Pays de Galles. En 1959, pour la première fois, elle finit première seule, sans avoir besoin de partager le titre avec les autres. Et en 1968, elle remporte le Grand Chelem. Et aujourd'hui, le 15 de France est la troisième équipe la plus titrée du tournoi, avec 26 victoires remportées, dont 10 grands chelems. Elle est devancée par l'Angleterre et le Pays de Galles, avec chacun 39 tournois gagnés et 13 grands chelems pour l'Angleterre et 12 pour le Pays de Galles, qui serait pendant un temps a quand même été une grosse équipe, même si elle a eu des moments où ses résultats étaient moins bons, mais qui est à nouveau quand même aujourd'hui une des principales équipes du tournoi destination. L'Irlande de son côté a remporté 23 éditions, l'Écosse 22, puisque ces deux équipes qui ont eu des performances aussi assez inégales, avec des périodes où elles étaient dans les très hauts, et d'autres périodes où elles sont plus en difficulté. Donc actuellement, c'est plutôt l'Irlande qui obtient de très bons résultats, là où l'Écosse est plus en difficulté, même si ce n'est pas une équipe à prendre à la légère. De son côté, l'Italie, qui a rejoint le tournoi en 2000, en faisant le tournoi Destination, n'a remporté aucun tournoi, et souvent finissant dernière, et parfois avec seulement des défaites. Pour ce qui est des résultats en Coupe du Monde, première Coupe du Monde de rugby donc, qui date de 1987, et qui se déroule tous les 4 ans depuis, le 15 de France réalise des résultats honorables, finissant toujours à chaque fois au moins en quart de finale, 3 fois en finale même en 1987, 1999 et 2011, et également plusieurs fois en demi-finale. Mais elle n'a jamais réussi à remporter le tournoi, et avec parfois des résultats inégaux, avec des matchs assez difficiles, par exemple lors du quart de finale de 2015 où la France a perdu 62-13, ce qui en fait l'une de ses plus lourdes défaites de son histoire. La plus lourde défaite de l'histoire du 15 de France a été un 61-10 contre les All Blacks déjà à l'époque. Et ça, c'était le 9 juin 2007. Mais on peut espérer que cette année, alors que la France a quand même réalisé de bonnes performances lors des derniers tournois, finissant deuxième du tournoi en destination et étant actuellement classé deuxième au classement mondial, et que la Coupe du Monde se déroule à domicile, nous espérons fortement que la malédiction sera enfin brisée et que la France pourra remporter la Coupe du Monde. Il faut voir également, là que je vous ai parlé essentiellement du coup du rugby masculin et du rugby à 15, mais également le rugby à 13, le rugby à 7, qui sont différentes variantes du rugby qui se sont développées aussi, mais il existe également le rugby féminin, que ce soit pour le rugby à 15 ou pour toutes ces variantes. Et pour ce qui est du coup du rugby féminin, celui-ci a vraiment connu son développement dans les années 1960, même si des femmes pratiquaient déjà ce sport avant, mais sans aucune reconnaissance officielle.
On a ainsi la création de l'Association française de rugby féminin qui existe de 1969 à 1984, puis la Fédération française de rugby féminin qui va être acceptée en 1989 par la FFR des hommes, à une époque où du coup le rugby féminin ne comptait que 500 participantes, ce qui est déjà une progrès puisqu'on n'avait que 200 en 1971. En 2003, on en comptait 3700, 5350 en 2006 et 14 000 en 2007. Donc le sport est en plein essor, même si la reconnaissance est difficile, notamment parce que le rugby a une image comme d'un sport très viril, très masculin, et souvent on voit mal les femmes y participer, en tout cas quand on a une image traditionnelle de la femme. Et du coup, elles ont été assez peu acceptées au début par les structures officielles de ce sport, même s'il y a quand même des progrès sur ce plan, et ça, c'est positif. Bref, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé et que vous avez appris des choses sur l'histoire du rugby, de ce sport. Je vous souhaite également donc une bonne Coupe du Monde. J'espère que nous allons obtenir de bons résultats. Je suivrai sur la chaîne secondaire apprendre un peu le déroulement de la compétition. Je ferai quelques vidéos pour en parler, peut-être des réactions à des matchs, peut-être des vidéos de pronostics également. Donc n'hésitez pas à suivre notre chaîne secondaire, à apprendre un peu. Je vous mets le lien en description. Et je vous invite à aimer, commenter et partager cette vidéo, ça nous aide beaucoup. Et à vous abonner évidemment à la chaîne principale, histoire d'apprendre, pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.